Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le bilan lecture du mois de janvier, il est terminé depuis quelques jours. Donc je vais pouvoir vous parler de toutes les lectures que j'ai faites, vous faire un petit résumé et vous dire si j'ai aimé ou pas, tout simplement. Bon, vu qu'il y a 11 livres, ça risque de mettre un petit peu de temps, donc je me suis fait une infusion, enfin plutôt un thé. Donc je vous invite à faire pareil, une boisson chaude, froide, ce que vous voulez. Le temps de regarder cette petite vidéo. Alors il y en a que j'ai en version papier, j'en ai lu d'autres en e-book, il y en a que j'ai lu en version papier mais que je n'ai plus, donc je vous mettrai une photo dans ce cas-là sur l'écran. Alors, on va pas faire dans l'ordre, hein, je vais faire en fonction, je vais commencer déjà par ceux que j'ai en version papier avec moi. Alors ça c'est mon dernier livre du mois de janvier, Les plus belles mains de Delhi de Mikael Bergstrand. Donc on est sur une histoire qui se passe au début en Suède et après la plus grosse partie se passe en Inde. C'est écrit par un auteur suédois que je ne connaissais pas, donc je vous lis la quatrième de couverture. Goran Borg, la cinquantaine, divorcé, vient de se faire licencier. Son ami Eric, animateur de voyage organisé, lui propose de changer d'air et de quitter un temps son Malmo gris et pluvieux pour l'accompagner en Inde. Là-bas, Goran découvre un autre monde. La foule, le bruit, la cuisine épicée, le taux de change de la couronne suédoise, un vrai choc. Sa rencontre avec Preti, qui tient un salon de beauté à New Delhi, lui fait retrouver sa fougue d'adolescent. Pour la séduire, il invente de petits mensonges qui vont l'entraîner dans une grande enquête politique. Une plongée pétillante et colorée dans l'Inde d'aujourd'hui, où un Européen désœuvré va acquérir incidemment une conscience sociale et se construire une nouvelle vie exaltante. La quatrième de couverture nous résume très bien l'idée et l'esprit du livre. En fait, quand je l'ai reçu par la Cube quand j'avais été abonnée, donc ça fait plus de 6 mois qu'il est dans ma bibliothèque. Ça me disait rien que ce soit la couverture ou le titre, ça me donnait vraiment pas envie de le lire. Et en plus, comme il fait quand même plus de 400 pages, bah, c'est vrai que ça me disait rien, j'étais un peu freinée. Et là, ma résolution de l'année 2024, entre autres, c'est de sortir les livres qui sont dans ma bibliothèque depuis le plus longtemps et les plus gros. Donc, celui-ci faisait partie de ceux qui étaient là depuis assez longtemps. Donc, je me dis qu'il fallait que je le sorte. Donc, c'est pour ça que ça a été mon dernier du mois de janvier. Et c'était une très bonne surprise parce que je m'attendais à quelque chose de triste ou de morne. C'est vrai que la couverture, elle n'est pas hyper joyeuse. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Et comme je ne lis pas les quatrièmes de couverture avant de lire le roman, c'est vrai que je ne savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. Et je ne connaissais pas non plus l'auteur. Mais en fait, c'est quand même très drôle. Ça me fait beaucoup penser finalement au livre Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Pareil, écrit par un Suédois, Jonas Jonasson. Et c'était très drôle. Et bien là, c'est à peu près le même humour. Il y a beaucoup d'autodérision. Il n'y a pas de jugement sur l'Inde. On nous décrit des scènes complètement loufoques, mais qui sont finalement très réalistes. Et au début, on a ce cinquantenaire qui est complètement blasé, qui va au bureau parce qu'il lui faut un salaire, mais en fait, il faut rien. Il est étonné qu'on ne le vire pas et finalement, il finit par se faire virer. Il est complètement au bout du rouleau. Il enchaîne pendant 3 jours à ne manger que de la glace voilà, à la cuillère, au pot directement. Et un de ses amis lui propose de l'accompagner en Inde. Au début, il dit non. Ça lui disait rien du tout. Arrivé en Inde, il supporte rien, ni le bruit, ni les odeurs, le klaxon, tout l'insupporte. Il finit par être super malade et finalement il va rencontrer une fille une femme et il va rester en Inde. Et même en restant en Inde, il va découvrir plein de choses grâce à son meilleur ami, à Yogi qui va devenir son meilleur ami. Voilà, c'est vraiment une épopée très drôle, mais en même temps on soulève des choses très intéressantes sur le mode de vie en Inde et j'ai trouvé ça très très intéressant et en même temps très drôle. Donc c'était une super découverte. Ensuite, j'ai Le voleur d'ombre de Marc Levy. C'était pareil, mon premier livre de Marc Levy. Pendant très longtemps, je me suis dit non, je lirai pas Marc Levy. Voilà, bornée et butée comme je suis. Et finalement, c'était mon coup de cœur du mois de janvier. J'en ai pas eu d'autres. C'est mon premier de 2024. Alors, je vous lis pareil la quatrième. Enfant, il vole les ombres de ceux qu'il croise, et chacune de ces ombres lui confie un secret. Malgré lui, il entend les rêves, les espoirs et les chagrins de ceux qu'il aime. Que faire de cet étrange pouvoir? Quelques années plus tard, le voleur d'ombre est devenu étudiant en médecine. Est-il encore capable de deviner ce qui pourrait rendre heureux ses proches, comme Sophie avec laquelle il étudie la médecine,
ou Luc son meilleur ami, qui voudrait changer de vie. Et lui, cette île où le bonheur l'attend. Amour d'une mère, inoubliable premier amour, amour qui s'achève, amitié longue comme la vie, Le voleur d'ombre est une histoire d'amour au pluriel. C'était vraiment un coup de cœur, c'est très émouvant, ça nous ramène un petit peu dans notre enfance, dans nos souvenirs d'enfance. C'est vraiment tout doux, c'est poétique, j'ai vraiment trouvé ça très touchant. Je me suis rendu compte qu'en fait, le livre est raconté par le petit garçon qui va grandir. Et on connaît le nom de tous les personnages sauf Lucien. En tout cas, moi je m'en souviens pas. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a son prénom. Je crois pas qu'il y a son prénom. Parce que c'est raconté à la première personne singulier, c'est je. Et on ne voit, enfin en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on ait son prénom. Donc c'est assez... J'en suis rendu compte que vraiment à la toute fin. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui est quand même assez court. Il ne fait que 200... Ouais, presque 300 pages. Mais il se lit vraiment très très vite, très très facilement. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment un livre qu'on pouvait mettre entre les mains de tout le monde. C'est rare que je dise ça, mais ça, c'est un livre que je pourrais faire lire à mes enfants. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, même si mon fils de 12 ans, il pourrait très bien le lire. C'est accessible à tout le monde, il n'y a rien de choquant, il n'y a pas de scène ni choquante. Vraiment, il est parfait. Et je m'étais dit justement que j'allais le garder pour pouvoir le faire lire plus tard à mes enfants. Et je me suis rendu compte qu'il a été adapté en version pour enfants. Il y a 6 tomes. Ça s'appelle Le Petit Voleur d'Ombre. C'est écrit par Marc Lévy et un autre auteur, ou c'est peut-être un illustrateur parce que je crois qu'il est peut-être un petit peu illustré. Mais en tout cas, ce livre, cette histoire existe aussi en 6 tomes pour les enfants. Donc moi, je vais essayer de me les procurer, mais bon, je vais peut-être attendre un petit peu. Vu que je vais faire un défi des encombrements, c'est peut-être pas le moment d'acheter des livres. Mais voilà, donc ça, c'est mon coup de cœur. Un chouchou. Donc j'ai hâte de découvrir d'autres livres de Marc Lévy. Donc celui-ci, je vous encourage vraiment à le découvrir. C'était très émouvant, très touchant. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. Ensuite, ça, c'était ma deuxième lecture de 2024. Le crépuscule et l'aube de Ken Follett. C'était le plus gros livre de ma bibliothèque. Et donc, comme je vous dis, en 2024, mon objectif, c'est de lire les plus gros livres parce que j'adore lire les pavés. Mais c'est vrai que on les sort plus difficilement, ça nous prend plus de temps pour les lire forcément. Et ça prend aussi plus de place dans la bibliothèque. Et comme j'ai une place assez restreinte, voilà, j'avais pour objectif. Et en plus, il me disait, enfin, je pensais que c'était une histoire de viking, donc j'avais très envie. Pareil, je l'avais reçu par la Cube. Je leur ai demandé une histoire sur les vikings, ils m'ont envoyé celui-ci. Donc c'est un livre qui est au format poche, mais il fait 1018 pages, donc forcément ça prend du temps. Mais en fait, ça s'est lu, j'ai lu presque aussi vite que ça aurait pu. Si ça avait été un livre de 500 pages, il y a des livres de 500 pages qui peuvent me durer 2 semaines, donc je crois que je l'ai lu en une semaine. Je crois que je l'ai lu en 8 jours exactement. Je vous lis le résumé. 997. Les Anglais font face à des attaques de vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un état de droit, c'est le règne du chaos. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit son existence basculer quand son village est détruit au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble normande insoumise, épouse par amour un Anglais. Mais sa désillusion sera grande face aux mœurs et aux mentalités d'outre-Manche. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition et de renommée mondiale. Tous trois devront s'opposer à leurs risques et périls à l'évêque Winston, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, violence, héroïsme et trahison, Ken Follett revient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des piliers de la Terre. Donc ce que j'ai compris, c'est que ça c'est un tome 4, mais en fait c'est un préquel. Donc si vous voulez les lire dans l'ordre chronologique, il faut commencer par celui-ci. Et après il y a 3 tomes des piliers de la Terre qui sont consacrés à mince, quel est le mot? Quand on érige une cathédrale. Je sais pas. Quand on érige quelque chose, on fait quoi? C'est pas un érigement? Chercherai dans le dictionnaire, sinon mettez-le moi en commentaire. Voilà, à la construction en tout cas d'une cathédrale. Mais donc,
moi j'ai celui-ci, donc Le Crépuscule et l'Aube. Ça se passe entre 997 et 1007, donc c'est sur une courte période quand même de 10 ans, c'est assez court. Donc ça se passe en Angleterre, c'est le haut Moyen-Âge, je crois qu'on appelle ça comme ça, cette période-là. Je pensais qu'on parlerait beaucoup de Vikings, mais en fait il y a eu une attaque de Vikings au premier chapitre et après on les voit plus. On en entend parler, mais on les voit plus. Et voilà, c'est assez... Il fait 1000 pages, donc ça va être difficile de vous le résumer. Mais en tout cas, on a une jeune Normande, Ragna ou Ragna, je ne sais pas comment on le prononce, qui est quelqu'un de très indépendante, de très juste. Son père veut la marier avec un autre comte français, mais ça n'intéresse pas trop. Et elle tombe par hasard sur ce noble anglais qui vient rencontrer son père en Normandie. Ils tombent fou amoureux l'un de l'autre. Il lui demande de l'épouser. Après certaines négociations, son père finit par accepter. Et donc elle part en Angleterre avec quelques servantes, quelques gardes du corps. Et donc elle doit traverser l'Angleterre pour se rendre auprès de son futur mari. Elle l'épouse en pensant que sa femme est morte. Et en fait, elle va découvrir plus tard, une fois qu'elle est mariée, qu'en fait la première épouse n'est pas morte. C'est juste qu'elle a été répudiée par son mari, donc un peu comme un divorce. Mais voilà, on comprend que, enfin, il comprend qu'il a été déjà marié, qu'il n'a pas dit, enfin, qu'elle n'est pas morte, sachant que normalement le mariage n'est pas censé être dissolu. Enfin, les mœurs en Angleterre à l'époque étaient quand même très très bizarres. Et en plus, elle apprend qu'il a déjà un fils aîné, et donc ça va remettre beaucoup de choses en question, notamment sur sa place dans la société anglaise, auprès de son mari, la place en tant qu'héritier de ses enfants. Voilà, plein de choses qui se posent. Ce mari en plus, il a 2 frères qui sont des vrais monstres, on va dire ça comme ça. Et même le mari de Ragna est pas blanc comme neige non plus, même si c'est le moins pire des 3. Et elle va rencontrer Edgar qui a perdu sa fiancée lors de l'attaque des Vikings du premier chapitre, qui va devoir reconstruire sa vie avec ses 2 frères et sa mère. Et ils vont rencontrer aussi Aldred, qui est un jeune moine qui se retrouve dans une abbaye, mais où il n'est pas vraiment à sa place parce qu'il aspire à de plus grandes choses. Il voudrait faire de son abbaye une place d'érudition, vraiment un endroit où les gens vont s'instruire aussi bien sur l'église que sur le fait d'écrire, de savoir lire et tout ça. Et donc voilà, donc ça va se tourner autour de ces 3 personnages qui vont à certains moments se rencontrer, ils vont se lier d'amitié. Ça va être vraiment des gens qui vont raconter les uns sur les autres pour faire face justement aux autres, ces 3 frères finalement qui ont beaucoup de pouvoir dans la région où ils vivent et qui sont vraiment des gens violents, sans qualité morale. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'opposé. On a 3 jeunes personnes qui sont justes, avec des qualités morales exceptionnelles. Et de l'autre côté, on a des gens violents, sans aucun scrupule, qui sont prêts à tout pour conserver le pouvoir et accroître leur richesse. Et voilà, donc ça a été très intéressant. On apprend plein de choses sur cette partie de l'histoire en Angleterre. Mais par contre, c'est très très violent. Pas forcément au début, mais vraiment sur la fin, c'est très violent. Il y a beaucoup de scènes de sexe violent, de viol. Donc voilà, faut s'y préparer, c'est quand même pas rien. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et je l'ai lu aussi vite qu'un autre livre. Franchement, c'était pas gênant, même si c'était écrit tout petit avec des feuilles très fines. C'était une excellente lecture, une bonne découverte de Ken Follett. Donc je lirai Les Piliers de la Terre aussi plus tard. Et donc voilà, et Ken Follett, j'ai appris qu'il parlait en français aussi parce que je l'ai lu dans les grandes librairies il n'y a pas longtemps. Et je vois que pour ce livre-là qui fait 1000 pages, ils ont utilisé 5 traducteurs différents. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Voilà, et j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve qu'il est un excellent conteur. Comme j'ai pu le dire sur Christian Signol et sur Stephen King, c'est un excellent conteur. Ensuite, j'ai lu un thriller psychologique qui s'appelle Adam ou Adam, comme vous voulez. Je pense que vous avez reconnu la couverture de ce livre, ça nous fait penser tous à un paquet de Marlboro. Alors là, c'est un thriller psychologique qui est vraiment très... c'est un ovni dans son genre. Voilà, j'avais jamais vu quelque chose dans ce genre. C'est un premier roman de Ryan Lalichi aux éditions Baudelaire. Je vous lis la 4e de couverture. Quelque chose ne va pas dans le pays. Le climat social est tendu en ce début d'année 2019. L'insurrection croît, la répression s'ensauvage. Quelque chose ne va pas dans le quartier.
Les banlieues changent en hiver. La tour est endormie par le froid, les trafics se font plus discrets, les conflits plus rares, les nuits plus muettes. Le mal véritable peut alors ressurgir. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Adam a atteint sa majorité, l'âge où tout est censé s'ouvrir. Déscolarisé, fils d'ouvrier et de femme de ménage, tout lui semble fermé, cette année-là. Pourtant, une voie l'attend, un chemin vers la lumière, il s'en souviendra. Le quartier s'en rappellera, le pays se le remémorera. La tour l'a vu grandir, elle le verra sombrer. C'est un roman qui est extrêmement court, il fait 170 pages. Et il laisse beaucoup de place à l'imagination en fait. On est dans la tête d'Adam, on le découvre dans les premières pages. Voilà, c'est un jeune classique, hein, il vit avec sa mère. Visiblement, il a arrêté ses études. Il sait pas trop quoi faire de ses journées. Sa mère galère pour trouver du travail et, voilà, à vivre. Mais voilà, il a des conversations normales. Mais il y a des choses qui peuvent être gênantes pour certaines personnes, notamment dans les premières pages où il discute avec sa mère. C'est un ado qui vit dans une tour en banlieue dans la région de Valence. Et ses parents sont d'origine marocaine ou algérienne, je ne sais plus. Et du coup, il parle en dialecte marocain ou algérien, en tout cas, il parle en arabe. Donc moi, ça m'a pas gênée parce que je comprends ces conversations. C'est des conversations de la vie quotidienne que j'ai l'habitude d'entendre, donc que je connais, ça ne m'a pas gênée. Mais quelqu'un qui ne connaît rien du tout en arabe peut être gêné parce que c'est vraiment dès les premières pages. Donc, si vous lisez, dites-moi si ça vous a dérangé ou pas, mais ça dure pas très longtemps. Et après, franchement, c'est vraiment qu'une conversation de la vie quotidienne, donc ça gêne pas la compréhension de l'histoire. C'est très psychologique dans le sens où en fait on est dans la tête d'Adam, même si c'est pas raconté à la première personne du singulier. Je crois que c'est la première, c'est il. Mais on est vraiment dans la tête d'Adam et donc on avance en même temps que lui, en même temps qu'il découvre les choses. Et on se rend compte de certaines choses au bout d'un moment, quand lui-même s'en rend compte. Et du coup, ça nous fait réfléchir sur ce qu'on a déjà vécu dans l'histoire. On se demande si c'est vrai ou si c'est pas vrai, s'il l'a inventé, si... Et l'auteur ne nous donne pas la réponse. J'en ai discuté après avec lui par message, parce que c'est un service presse, je l'ai reçu gratuitement. Et il m'a dit, voilà, il a fait exprès de laisser les questions en suspens pour que tout le travail ne soit pas bâché, à nous de réfléchir pourquoi il a écrit ça et qu'est-ce que ça peut donner, tout ça. Donc, c'est intéressant, mais il y a quand même certains points où ça aurait mérité soit d'être un petit peu plus long pour être mieux expliqué, soit donner quand même une fin un peu plus... il y a une fin, mais disons il y a quand même des choses qui sont en suspens. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé ou si c'était juste dans l'esprit d'Adam. Donc il y a quand même quelques petites choses qui m'ont gênée, mais c'est très psychologique parce que ça nous parle... C'est au moment de la crise des gilets jaunes, donc on nous parle des gilets jaunes, mais c'est un jeune qui vient des banlieues, qui est passionné par la danse, on s'en rend compte, hein, ça fait vraiment partie de sa vie. Mais en même temps, il y a un rapport à la religion aussi qui est évoqué dans le livre. Il y a aussi la maladie mentale qui est évoquée dans le livre. Donc tout ça mélangé, ça fait un cocktail assez détonnant. Et en 170 pages, on n'a pas le temps de tout explorer. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu survolé en fait. Mais j'ai quand même aimé ma lecture parce que ça change vraiment de ce qu'on lit d'habitude. C'était vraiment très très dépaysant. Donc je vous le conseille, franchement il est sur Amazon, n'hésitez pas à le lire parce que franchement ça vaut le détour. Ensuite, encore, donc c'est le dernier que j'ai en version physique, j'ai lu Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger, donc ça c'est pas récent, hein, ça date de 96, mais je pensais connaître l'histoire et en fait pas du tout, ou alors je l'avais complètement oublié. C'est un thriller, il croyait tout connaître de la violence et de la mort. Pour des flics comme eux, c'est le pain quotidien. Mais aujourd'hui, ils vont rencontrer pire encore. Des corps mutilés, torturés, retrouvés en position de fœtus dans un monde minéral et glacé. Une mise en scène macabre, signée Les Rivières pourpres. Secte satanique ou gang de tueurs fous. Ce sont dans les abîmes du passé, Niemans, l'ex-gloire de l'anti-gang, et Abdouf, l'inspecteur au passé de voyou, iront de découvertes hallucinantes en révélations terrifiantes. La vérité qui les attend dépasse l'imagination. Jean-Christophe Granger nous la dévoile peu à peu avec un art subtil du suspense qui nous tient de bout en bout sans qu'on puisse s'en évader. Alors, je vais boire un petit peu parce que je commence... j'ai beaucoup parlé là déjà. Ça fait combien de temps que je filme?
19 minutes. Et en plus, je parle vite. Alors, donc, j'en étais aux Rivières pourpres. Donc, c'est un roman qui date. Voilà, c'était écrit en 96. Donc forcément, pour un thriller, surtout de ce type-là, on voit que ça a vieilli. Voilà. Notamment sur les techniques utilisées, enfin les techniques scientifiques pour élucider les meurtres, les indices et tout ça. Tout ça, ça a évolué. Donc, ça nous paraît un petit peu vieillot. Mais voilà, une fois qu'on a resitué le contexte, le moment historique, enfin, le moment historique, c'était juste il y a 20 ans, enfin 30 ans, c'est pas énorme non plus. Mais voilà, une fois qu'on est dans l'ambiance de l'époque, voilà, on pose le contexte. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Bon, je m'attendais un petit peu à autre chose pour la fin, je voyais quelque chose de plus élaboré, mais en fait, c'est quelque chose qui serait possible maintenant, mais pas en 96, donc c'est logique. Les deux inspecteurs, il y en a un que j'ai bien aimé, mais alors l'autre, il m'a agacé. J'ai trouvé que le début du roman était un petit peu trop long et trop lent, parce qu'on nous parlait justement des deux inspecteurs. Et je trouve qu'on aurait pu faire un petit peu plus court. Mais en revanche, une fois qu'on avait deux enquêtes en fait au début, qui se sont après rejoints en une seule enquête, et j'ai trouvé ça très bien fait. Voilà, le fait de dérouler les indices comme ça, de chercher les indices, d'émettre des hypothèses, surtout du côté de Karim Abdouf, j'ai trouvé cet inspecteur vraiment très... Enfin, j'ai trouvé qu'il agissait de manière très intelligente, très rusée, et j'ai beaucoup aimé. L'autre, en revanche, commissaire Niemens, j'ai pas aimé voilà, la personne qu'il était. Je crois qu'il est incarné par Jean Reno dans le film. J'ai pas du tout aimé ce personnage, ni au début, ni à la fin. Bon, même si à la fin, ça s'adoucit un petit peu mon avis envers lui. Mais voilà, c'est pas un personnage que j'aime. Mais en revanche, le personnage de Karim Abdouf, j'ai beaucoup aimé sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière d'agir. Et voilà, tout s'imbrique au fur et à mesure les pièces entre elles. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Donc l'enquête, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi l'ambiance. Mais c'est vrai que les personnages, de choisir des personnages aussi antipathiques, c'est pas forcément toujours simple. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et je suis contente de l'avoir lu. Ensuite, en version papier, j'avais lu aussi 1984 de George Orwell. Donc ça, c'est un classique, même s'il n'est pas très vieux, hein. Il date des années 40. Donc 1984, c'est un roman dystopique, ça veut dire que ça imaginait un futur en 1984. Mais bon, c'était le futur par rapport à 1948 où il a été écrit. Donc ça imagine un futur totalitaire où ça se passe à Londres, où on est dans une société en fait où il y a plusieurs hiérarchies. En fait, il y a le parti unique qui décide de tout, qui surveille tout. Après, il y a une autre partie de la population qui est soumise à ce grand parti, mais qui n'en a pas forcément les avantages. Et enfin, on a, je ne sais plus comment ils les appellent, mais le reste de la population qui vit en dehors de la ville, en fait, qui vit comme des gens normaux, mais en fait dans la pauvreté extrême. Mais ceux-là, voilà, c'est des rebuts de la société, personne ne s'en occupe, mais ils ne sont pas surveillés, voilà, on les tient juste à l'écart. Mais en revanche, ceux qui vivent sous la coupe du parti unique, je ne sais plus comment on l'appelle, mais en tout cas, ils sont surveillés en permanence. Il y a des écrans partout dans les logements, des micros, des caméras de surveillance partout. Il y a un ministère de la vérité, il y a un ministère de la paix. En fait, le ministère de la paix, il s'occupe de la guerre. Le ministère de la vérité, il s'occupe de trafiquer tout pour que les mensonges, en fait, deviennent vérité. C'est un travail de tous les jours, du coup. Il y a quel grand ministère? Il y a le ministère de la prospérité. Et en fait, il s'occupe de rationner toute la nourriture, les objets, tout ça. Enfin, c'est vraiment très glauque. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il fait 400 pages. Et on est avec le personnage, je crois qu'il s'appelle Winston. Je crois que c'est ça. On vit avec lui pendant tout le roman parce qu'en fait, on est dans sa peau. Il fait partie de ces gens qui travaillent pour le parti unique, mais il a des doutes en fait.
il a des doutes si, mais voilà, c'est pas un rebelle dans l'âme, mais en lui, en son fort intérieur, il se dit mais pourquoi je fais ça? En fait, c'est contraire. Si j'ai la vérité, qui un jour saura la vérité et tout ça? Donc il se pose des questions, mais il peut en parler à personne parce que c'est le monopole de la pensée unique. Il y a même un, je sais plus comment on appelle ça, j'aurais dû ressortir mes notes avant de vous en parler, mais en tout cas il y a même un crime de la pensée, on n'a même pas le droit de penser à se révolter parce que ça peut se savoir et que même si ça se sait pas, on ne doit pas avoir de pensée de ce genre. Et donc il peut en parler à personne parce qu'il ne sait pas à qui il peut faire confiance ou pas. Donc c'est très 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 bizarre, anxiogène et tout ça, on se sent surveillé de partout. Dans son logement, il y a on appelle ça des télécrans. Il ne peut pas l'éteindre. Il peut juste baisser le son à la rigueur, mais il ne peut pas l'éteindre. Il est écouté et il entend des choses en permanence. Voilà, il y a des slogans, des propagandes, tout ça, en permanence, en permanence. Même pour le sport, ils sont obligés de faire 1 heure ou je ne sais pas combien de minutes de sport tous en même temps, à la même heure s'ils sont chez eux. Enfin, c'est très, très dirigiste, très réglementé. Alors qu'il n'y a pas spécialement de loi, mais tout est en fait induit. Et il y a des gens qui disparaissent. Il n'y a pas de condamnation. Non, non, quelqu'un a fait un truc grave. Il n'y aura pas de jugement, quoi que ce soit. On va venir le prendre en pleine nuit ou en tout cas un moment où personne ne le voit. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, il va disparaître. Il va disparaître physiquement, mais aussi même dans les papiers, ça veut dire qu'ils vont effacer toute mention de sa naissance ou de quoi que ce soit. Il n'aura plus jamais existé de toute sa vie. Donc il y a des choses comme ça. Et forcément, mais il va quand même se passer des choses dans la vie de Winston. Donc c'est en 3 parties. La première partie, on découvre vraiment l'univers et la vie de Winston, pardon. Après, on va découvrir dans une seconde partie qu'il va tomber amoureux. Donc on va voir s'il peut faire confiance à cette personne, qui est cette personne et tout ça. Et dans la deuxième partie, ça va être plutôt la partie politique, dans le sens où il va penser, enfin il va rencontrer une personne qui pense faire partie des révolutionnaires et il va se laisser embrigader. Et voilà, c'est plus la partie politique. Mais c'est très intéressant. Même si finalement c'était dystopique, il y a quand même beaucoup de choses sur les gouvernements totalitaires qui se retrouvent dans ce livre. C'est décortiqué, c'est analysé, il y a une vraie profondeur derrière et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit. En plus, la version originale c'est en anglais, moi je l'ai lu en français, mais c'est hyper bien traduit, c'est hyper compréhensible et super bien développé. Franchement j'ai adoré. Donc je vous le recommande si vous l'avez jamais lu, 1984 de George Orwell. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu également? Après, j'ai lu plusieurs choses sur ma liseuse. J'ai lu notamment 2 services presse. J'ai lu Un tour du monde vegan et minimaliste de Ingrid Lehmer. Donc ça, ce n'est pas un roman, c'est un road trip, c'est un carnet de voyage. Ingrid est partie pendant 6 mois faire le tour du monde qu'elle avait décidé, qu'elle avait prévu depuis 10 ans, en choisissant ses escales, les pays qu'elle voulait visiter. Avec seulement 9 kilos de bagages, donc c'est pour ça que c'est minimaliste. Et en plus, comme elle est végane, et bien, pendant tout le long de son parcours, elle ne pourra pas manger n'importe quoi. Et il y a des moments où ça sera plus ou moins difficile de s'alimenter. Et donc j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Donc on sent qu'elle a l'habitude de voyager, hein, c'était pas son premier voyage. Elle va commencer par le Québec, enfin le Canada, où elle connaît déjà plusieurs personnes, elle va rencontrer plusieurs personnes qu'elle n'a pas vues depuis un petit moment. Ensuite, elle va aller aux États-Unis, notamment dans un parc, je ne sais plus lequel c'est. Et aussi, elle va aller au festival du Burning Man, que je ne connaissais pas du tout. C'est un festival qui accueille au moins 50 000 personnes à chaque fois, qui dure sur 10 jours, qui est plutôt pour les gens fans de métal, ce genre de choses, ce genre de musique. Pas du tout pour moi. Ensuite, elle va aller au Chili, elle va aller sur l'île de Pâques, après elle va aller du côté asiatique, enfin Océanie et asiatique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie je crois. Après elle va passer beaucoup de temps en Asie, au Laos, en Birmanie, je sais plus exactement les pays qu'elle fait en Asie, je crois que je l'ai noté dans mon carnet.
Je l'ai pas marqué, je l'ai peut-être marqué sur mon téléphone, mais pas dans mon carnet. Mais en tout cas, voilà, elle fait pas mal de pays en Asie. C'est peut-être là où elle a fait le plus de choses. Et après, en Afrique, elle fait la Tanzanie, si je ne me trompe pas, où elle va grimper le Kilimandjaro, qui est le plus grand sommet en Afrique. Et ensuite, elle rentre en Europe. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, elle a pas essayé de romancer son récit. C'est en fonction, en fait, au fur et à mesure qu'elle faisait ses étapes, elle prenait dans son carnet, elle prenait des notes, elle racontait ce qu'elle avait vécu, voilà, son ressenti sur tel ou tel pays. Et voilà, elle nous les a retranscrits, voilà, tels qu'ils étaient. On a quelques photos en plus qu'elle a prises pendant son voyage. Et c'est très très chouette. Voilà, j'ai passé un bon moment. Pareil, c'est très court, hein, il fait moins de 200 pages, donc c'est assez court. La seule chose que j'ai regretté, c'est qu'elle nous ait pas mis une petite carte quand elle changeait de pays pour nous montrer d'où elle partait, d'où elle allait. Enfin voilà, ça aurait pu faire un truc assez joli et assez sympa. Pour ceux comme moi qui sont pas très doués en géographie. Surtout, en tout cas, surtout pour l'Asie. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était un service presse. Elle me l'a envoyé gratuitement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu aussi un autre service presse qui s'appelait La stroboscopie du zèbre. Donc c'est un roman écrit par Valérie Mansec, je crois. Oui, Valérie Mansec. Donc là, c'est une histoire assez mignonne. Je dirais c'est une initiation pour ceux qui ne connaissent pas du tout les enfants zèbres à voilà, quelques difficultés ou en tout cas comment on peut reconnaître un enfant zèbre. Alors, ce qu'on appelle les enfants zèbres, c'est tous les enfants qui sont un petit peu atypiques dans le genre les enfants surdoués ou qu'on peut dire précoces ou HPI, HPE, c'est-à-dire au potentiel. Voilà. Tous ces enfants-là, il y a certains pédopsychiatres en tout cas qui ont voilà, inventé un terme qui s'appelle les zèbres parce que les zèbres, même s'ils ont tous des rayures blanches et noires, ils sont tous différents les uns des autres, ils n'ont pas les mêmes rayures. C'est pour ça que voilà, on regroupe ces enfants qui sont atypiques avec un haut niveau intellectuel, mais qui sont tous très différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on les appelle les zèbres. Et donc dans ce roman-là, c'est une histoire toute mignonne où en fait on est avec une jeune femme qui a la trentaine, qui depuis très longtemps veut un enfant. Elle est avec son compagnon depuis quelque temps déjà. Ils vivent pas ensemble, mais voilà, ça fait longtemps qu'ils se fréquentent. Elle sait qu'il n'est pas chaud pour avoir un enfant, mais elle sent que c'est maintenant ou jamais. Elle découvre en plus qu'elle est enceinte, donc elle décide de lui en parler, voir s'il change d'avis ou pas. Et en fait, sans lui dire qu'elle est enceinte, elle aborde le sujet des enfants et il se braque tout de suite. Donc elle se dit non, mais c'est pas la peine que je lui en parle. Elle décide de rompre avec lui. Par contre, elle garde l'enfant. Et donc, on va suivre sa grossesse, comment ça se déroule, comment elle se sent, comment ça se passe ses premières semaines, premiers mois avec ce bébé en tant que maman solo. Et après, on va se rendre compte assez rapidement que son enfant ne se développe pas comme les autres enfants, donc elle va s'inquiéter un petit peu. Et elle va se rendre compte, en fait, on va l'aider à se rendre compte que son enfant est différent dans le sens où il a un QI exceptionnel par rapport à la norme des enfants de cet âge-là, qu'il est au potentiel, et donc on va l'orienter vers les bons professionnels pour qu'il soit pris en charge et qu'il se développe avec sérénité, et voilà. Donc, dans l'esprit du livre, je trouve ça chouette qu'on mette un petit peu en lumière ces enfants. Ça se lit vraiment très vite, hein. C'est une histoire très courte qui se lit très très vite, très facilement. Mais je l'ai trouvé justement trop facile. Voilà, là c'est vraiment le monde des bisounours. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que dans le cas des enfants zèbres, l'histoire décrite dans ce livre se passe très 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 rarement. Je suis même pas sûre que ça se passe vraiment comme ça pour au moins un enfant. Parce que déjà, c'est pas toujours évident pour les enfants, pour les parents, de se rendre compte que leur enfant est zèbre. Souvent, on se dit plutôt que l'enfant est autiste. Au début, ça peut faire penser à ça parce que beaucoup d'enfants zèbres, justement, parlent très tardivement, mais ils parlent très bien. En fait, ils sautent juste des étapes. Mais au début, du coup, on peut penser qu'ils sont autistes. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc là, tout se passe parfaitement bien, voilà, il découvre ça, il tombe sur des professeurs qui sont compétents, sur une psychiatre qui peut lui faire le test tout de suite, enfin,
tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et ça m'a un petit peu agacée parce que moi qui étais confrontée à ça, on se rend compte que dans la vraie vie, non, tout se passe pas comme ça. Les médecins sont pas toujours à l'écoute. Les professeurs sont pas formés. En tout cas, il y en a un petit peu plus maintenant qui commencent à être formés à repérer les enfants justement dits précoces, zèbres et tout ça. Mais la plupart du temps, en tout cas jusque-là, ils ne le sont pas. Et du coup, ces enseignants qui ne sont pas sensibilisés à cette question, ils peuvent prendre ces enfants qui sont en général très intelligents pour des cancres. Parce qu'ils ne vont pas être concentrés, parce qu'ils ne sont pas intéressés et tout ça. Donc j'ai trouvé que ça c'était un petit peu nié justement dans le livre. C'est pas abordé. Et du coup je pense que comme moi, beaucoup d'autres parents d'enfants zèbres peuvent être agacés parce que des fois c'est vraiment le parcours du combattant de faire reconnaître son enfant tel qu'il est, de faire comprendre pourquoi il est comme ça aux enseignants. Et en plus, souvent, on est obligé de passer par des tests auprès des pédopsychiatres pour le faire reconnaître. Parce que sinon, on ne croit pas. Et du coup, pour faire sauter une classe à son enfant, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être une vraie bataille. Donc là, c'est pas du tout abordé dans le livre. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça montre plutôt un côté idyllique. Alors que c'est très 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 rarement le cas. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dangereux. Voilà, de montrer cette facette-là de manière très idéale, sans parler du tout des inconvénients que peuvent vivre ces enfants-là. En plus, l'histoire s'arrête quand l'enfant a 6 ans, en nous faisant croire que, voilà, une fois ces étapes passées, voilà, sa vie, ça va se dérouler super facilement. Sauf que souvent, c'est pas à ce moment-là que les problèmes sont vraiment là, c'est plutôt en grandissant vers l'adolescence, où justement, il peut y avoir des vrais problèmes pour ces enfants zèbres. Voilà, mais après c'était une histoire mignonne, si vous n'êtes pas confronté à enfin c'est même pas un problème, si vous n'êtes pas confronté à ça, je pense que vous aimerez l'histoire. Voilà, donc c'est quand même une jolie histoire, je ne veux pas vous en dégoûter. N'hésitez pas à lire si le sujet vous fait envie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? Je vous en ai parlé. Ah oui, j'ai lu aussi L'immeuble de la rue Cavendish, le tome 4, qui est autour d'Hermine. Je ne sais plus quel est le titre exact. Mais en tout cas, le personnage, c'est Hermine. Donc, je l'ai lu en lecture commune avec Alessia. Il est sorti en 2003. Entre-temps, là au mois de janvier, il y en a un 5e tome qui est sorti, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc là, on est toujours dans l'immeuble de la rue Cavendish. Donc, à chaque tome, on suit un des habitants de l'immeuble, à chaque fois un différent. Là, c'est Hermine qu'on suit, qui est une jeune femme, une trentenaire, qui est institutrice en maternelle. Et elle est célibataire et vit seule dans son logement. Et il va se passer 2 choses importantes dans ce tome pour elle. D'une part, sa meilleure amie, qui est aussi sa collègue, lui demande d'héberger un ado sans papier qui est réfugié. Et voilà. Oui, voilà. Il s'appelle Ismaël, je crois. Et bien sûr, elle va accepter, même si elle a des doutes et tout ça, au fait d'accueillir un ado. Elle sait pas comment fonctionnent les ados. En plus, c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas, c'est un étranger, donc elle se dit, est-ce que c'est bien d'accueillir quelqu'un quand même chez moi ? Donc elle a quand même des doutes, mais elle accepte. Et en parallèle, dans son école, il y a un nouvel instituteur qui est là en tant que remplaçant. C'est un homme, et en fait, il va la harceler, mais vraiment. Et du coup, il y a ces 2 choses-là, ces 2 thèmes-là qui vont être là tout au long du roman dans la vie d'Hermine. C'est intéressant. C'est pas le tome que j'ai préféré. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de profondeur. Même le personnage d'Hermine est un petit peu plat en fait. Il manque un petit peu d'intérêt. Et même les sujets abordés. C'est chouette d'aborder des sujets comme ça dans un roman. Que ce soit les sans-papiers, là on s'intéresse vraiment que du côté humain, on ne nous dit pas toutes les démarches qu'il doit faire et tout ça, c'est pas lourd du tout, c'est assez léger. C'est vraiment la relation entre elle et cet ado qui est abordé, donc c'est un côté humain très naturel en fait. Et en revanche, le côté harcèlement, il a abordé, mais j'ai trouvé ça peut-être un petit peu léger. En fait, c'est un petit peu comme le livre avec les enfants surdoués. Je pense que quelqu'un qui a été touché par qui a été harcelé vraiment dans sa vie, je pense
qu'en lisant ce livre, elle se sentira pas forcément à l'aise parce que en fait c'est un petit peu abordé de manière légère. Donc forcément, parce que c'est un roman qui est quand même un roman feel good, voilà, il est là pour nous faire passer un bon moment, mais j'ai peur que quelqu'un qui ait vraiment vécu du harcèlement se sente un petit peu, comment dire, voilà, que ça soit traité de manière un petit peu légère. Ça peut les gêner, je pense. Après, peut-être que non, peut-être que je parle comme ça sans savoir. Mais voilà, donc en tout cas, ça parle de ces thèmes-là. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture quand même. Mais voilà, c'est pas le meilleur des tomes que j'ai pu lire. Ensuite, il ne doit pas me rester grand-chose. Il me reste 2 livres à vous parler. En e-book, j'ai lu Il n'est jamais trop tard pour libérer les licornes. Donc ça, c'est un roman feel good. Il y a un petit peu limite développement personnel. Donc là, c'est un livre qui est écrit en 2022. Je ne sais pas s'il existe en version physique, mais en tout cas, moi, je l'ai lu en version e-book sur la Kindle. C'est un tome 1. Pour une fois, je suis tombée sur un tome numéro je ne sais pas combien. C'est le tome 1. Il y en a 3 après, mais je ne pense pas lire les 3 d'après. Là, on est avec Manon qui est pareil, qui est dans la vingtaine, entre 25 et 30 ans, qui vit à Paris, qui travaille à Paris. Sa boîte va pas très bien. Hein. Elle est salariée dans une entreprise événementielle qui bat de l'aile. Et en fait, sa boss lui demande d'aller au siège de l'agence, qui se trouve à Ibiza, pendant quelques semaines pour redresser l'agence. Voilà, c'est la dernière chance. Au début, Manon n'a pas du tout envie d'y aller. Elle est très bien dans son appartement à Paris, toute seule. Elle est un petit peu maniaque, donc ça lui va très bien de vivre toute seule. Elle voit très peu de monde, elle a très peu de vie sociale. Voilà, elle est vraiment consacrée à son travail. Mais voilà, elle est un petit peu obligée, un petit peu forcée d'aller à Ibiza. Elle apprend qu'à Ibiza, elle va devoir faire de la colocation dans une superbe villa, mais en colocation quand même. Elle arrive là-bas, en fait, ses colocataires sont très différents d'elle. Un petit peu excentrique, même très excentrique. Et voilà, donc elle va devoir y aller pour travailler, mais on va très vite se rendre compte qu'en fait, vivre en colocation comme ça va l'obliger à briser la glace. On apprend aussi qu'en fait, sous ces airs très durs, finalement, elle a eu une enfance qui n'a pas été simple. Quelque chose s'est brisé en elle quand elle était enfant. Et du coup, elle a perdu cette insouciance. C'est ça qui l'a fait entrer dans des genres de tocs. Enfin, pas des tocs, mais elle aime que tout soit cadré, rien dépasse, pas d'improvisation. Quelqu'un de très sérieuse, voilà. Et au fur et à mesure du roman, la carapace va se briser. Elle va revenir... elle va faire ressurgir des souvenirs d'enfance. Ça va se libérer. Elle va s'ouvrir. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très doux. En revanche, il y a beaucoup de scènes de sexe, hein, je préfère vous prévenir. Mais voilà, il y a beaucoup d'humour aussi, c'est par moments très très drôle. Et donc voilà, c'était Il n'est jamais trop tard pour libérer les licornes. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, enfin pas que j'ai lu, mais dont je vais vous parler ici, c'est Apprendre à parler avec les plantes de Marta Oriols. Donc ça, c'est un roman espagnol qui est écrit par une autrice espagnole, forcément. Ça date de 2020. Alors là, ça parle du deuil. On est avec une femme qui s'appelle Paola, qui a 42 ans. Il va se passer 2 choses dramatiques le même jour. Son compagnon va lui apprendre une terrible nouvelle au déjeuner. Et quelques heures plus tard, il va mourir dans un accident. Il va se faire faucher par une voiture alors qu'il est à vélo. Et il va mourir. Donc en l'espace de quelques heures, sa vie est complètement chamboulée. Et du coup, on va la suivre sur plusieurs mois où elle va devoir se reconstruire, faire face à ce deuil. Mais c'est pas juste un deuil où on perd son compagnon, parce que comme il lui avait révélé quelque chose quelques heures plus tard, personne d'autre était au courant à part elle, donc du coup elle a ce secret à garder pour elle. Et donc elle a de la colère, du ressentiment envers son compagnon, et en même temps, elle l'aimait quand même. Donc il y a un deuil, un travail de deuil à faire, donc ça prend du temps. On est justement avec elle, on est dans sa tête pendant ces périodes-là où voilà, ça la travaille beaucoup au niveau émotionnel, psychologique. Jusque-là, toute sa vie tournait autour de son travail. Elle est médecin en néonat dans un hôpital à Barcelone. Et du coup, là, elle se retrouve presque à être sauvée par son travail, mais en même temps, ça la ronge quand même de l'intérieur, ce deuil. Donc, il faut quand même qu'elle fasse ce travail de deuil.
Et voilà, donc on va la suivre pendant plusieurs mois dans ce processus. Donc c'est assez atypique parce que l'autrice sur 250 pages, elle a réussi à développer des sentiments très différents, très complexes, très bien expliqués. Des fois on n'est pas d'accord avec ce que l'héroïne fait, ce qu'elle pense et tout ça. Mais voilà, c'est la vie, chacun réagit différemment à certaines situations. Et j'ai trouvé ça très intéressant, on est obligé de se mettre à sa place. Voilà, on est obligé de se dire mais comment je réagirais moi à sa place si ça m'arrivait, tout ça. Donc j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Un chouette roman sur le deuil, sur comment se reconstruire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que je vous ai donné envie de lire. Si oui, bah, dites-moi en commentaire lesquels. Et bah, on se retrouvera pour le prochain bilan lecture au mois de mars. Voilà, à très bientôt.